L'écran de mon téléphone illuminait mon visage dans l'obscurité. Un simple clic. Et la photo était envoyée. Je n'ai pas ajouté un seul mot. L'image parlait d'elle-même. Presque aussitôt, l'appareil s'est mis à vibrer sur la table basse. Encore et encore. Le nom, Benoît, s'affichait. Insistant. Désespéré. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise sur le canapé, dans le silence pesant du salon, écoutant la sonnerie percer la nuit. Chaque vibration était comme un écho de mon cœur brisé. Quand il a enfin cessé, le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. J'ai fermé les yeux, laissant l'obscurité m'envahir. Ce n'était pas comme ça que notre histoire aurait dû se terminer. 3 mois plus tôt. L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air. Une odeur propre, pleine d'espoir, que je respirais comme une promesse. C'était l'odeur des nouveaux départs. Je me tenais au milieu de la pièce qui serait bientôt la chambre de notre bébé. Ma main posée sur la courbe douce de mon ventre où mon fils, Noé, dormait. Le soleil entrait à flots par la fenêtre, attrapant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, les transformant en de minuscules étoiles scintillantes. Les murs étaient d'un jaune pâle et doux, la couleur d'un matin heureux. J'avais passé les 2 dernières semaines à les peindre moi-même. Mon monde était devenu très petit ces derniers temps, et j'adorais ça. Il avait la taille de cette maison à 2 étages dans un quartier tranquille d'Annecy, avec sa pelouse bien entretenue et le chêne majestueux dans le jardin arrière. Il avait la taille du potager que je cultivais, où les plants de tomates commençaient tout juste à donner des fruits. Et plus important encore, il avait la taille de l'avenir que je construisais. Un avenir pour moi, pour mon mari Benoît, et pour notre fils. Je pris un pinceau fin, le trempant dans un petit pot de peinture argentée. Sur le mur en face du berceau, je peignais une fresque. Un croissant de lune doux et souriant, entouré d'une pluie d'étoiles délicates. Ma main était stable. Une mémoire musculaire de mon ancienne vie. Celle où j'étais Madame Fournier, la professeure d'art plastique au lycée. Les élèves me manquaient parfois. L'énergie chaotique de la salle de classe. Mais je n'avais jamais regretté mon choix. Pas une seule seconde. Quand nous avons appris que j'étais enceinte, Benoît et moi nous étions mis d'accord. Je prendrais une pause dans mon travail. Je me concentrerais sur le fait de faire de notre maison un foyer. C'était un rôle dans lequel je m'étais glissée avec une facilité. Une joie qui me semblait profonde et véritable. Mon téléphone vibra sur le rebord de la fenêtre, jouant la petite mélodie que j'avais réglée juste pour lui. Benoît. Un sourire se dessina instantanément sur mon visage. Je posai soigneusement le pinceau et m'essuyai les mains sur ma salopette tachée de peinture avant de répondre à l'appel vidéo. Son visage remplit l'écran. Beau et familier, mais fatigué. Les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes que dans mon souvenir. Il était dans son appartement de fonction à Lyon. Celui que l'entreprise payait pendant qu'il gérait ce grand projet de construction. L'arrière-plan était toujours le même, un mur beige. Une œuvre d'art générique. C'était un endroit pour dormir? Pas pour vivre. Salut. Toi. Dis-je. Ma voix chaleureuse. Comment va mon mari préféré? Il réussit à sourire. Fatigué. Mais ça va mieux maintenant que je vois mes filles préférées. Il nous appelait toujours. Mon ventre et moi. Ses filles. Même si nous savions que c'était un garçon. C'était notre petite blague. C'est un garçon. Tu te souviens? Je ris. En tournant le téléphone pour lui montrer mes progrès sur la fresque. Qu'est-ce que tu en penses? La lune a besoin d'un peu plus d'ombre? Mais les étoiles sont presque finies. C'est magnifique.
Amélie, dit-il. Et je savais qu'il le pensait. Mais il y avait un léger décalage dans sa voix. Une distance qui n'était pas seulement les kilomètres entre Annecy et Lyon. Ses yeux semblaient regarder juste au-delà de l'écran. Tu es si talentueuse. Noé va adorer. Je l'espère. Dis-je, en retournant la caméra vers mon visage. Je voulais le voir. Le regarder vraiment. Comment s'est passée la réunion avec les investisseurs aujourd'hui? Longue. Soupira-t-il en passant une main dans ses cheveux. Vraiment longue. Ils sont exigeants. Mais ça s'est bien passé. Je crois. On est toujours dans les temps. C'est bien mon Benoît. Toujours efficace. J'essayais d'injecter de la gaieté dans ma voix. De l'envoyer à travers l'écran pour l'atteindre. Pour apaiser cette lassitude que je voyais gravée sur son visage. Tu rentres bien vendredi. N'est-ce pas? N'oublie pas. Nous avons le cours de préparation à l'accouchement samedi matin. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Un éclair de... Je n'étais pas sûre. Panique? Agacement? Ce fut aussi rapide que fugace. C'est vrai. Vendredi. Je ferai de mon mieux pour partir d'ici à une heure décente. C'est juste. La folie en ce moment. Amélie. Ce projet est un monstre. Je sais. Dis-je doucement. Je sais que tu travailles dur pour nous. On apprécie tellement. Noé et moi. On se disait justement quel père formidable tu allais être. Il sourit à nouveau. Mais cette fois, le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ouais. Comment tu te sens? Le mal de dos va mieux? Nous sommes tombés dans la routine familière de nos appels du soir. Je lui ai raconté ma journée, la fresque, les courses au supermarché, le chien de la voisine qui s'était échappé. Il écoutait, hochant la tête, mais ses réponses étaient courtes. C'est bien, chérie. Oh, super. Ça a l'air bien. J'avais l'impression de diffuser ma vie dans le vide. Et seul un faible écho me revenait. Je me disais que c'était juste le stress. Ce projet à Lyon était sa grande chance. L'occasion de faire ses preuves pour une promotion majeure. Il était chef de projet. Et c'était le plus grand projet que son entreprise lui ait jamais confié. La pression devait être immense. Vivre seul dans un appartement stérile 5 jours par semaine. Manger des plats à emporter. Travailler 14 heures par jour. Bien sûr. Il était fatigué. Bien sûr. Il était distant. Il faisait ça pour nous. Cette pensée est devenue un mantra. Une petite prière que je me répétais chaque fois que les vrilles froides du doute commençaient à s'insinuer en moi. Il fait ça pour nous. Je devrais probablement y aller, dit-il après environ 15 minutes. Je dois jeter un œil à des plans pour demain matin. D'accord, dis-je, en essayant de masquer ma déception. Nos appels duraient autrefois 1 heure. Nous parlions de tout et de rien. Maintenant, il ressemblait à un point de contrôle programmé. Une autre tâche sur sa liste de choses à faire. Repose-toi bien. Ben. Je t'aime. Je t'aime aussi. Amélie. Plus que tout. Cette fois. Sa voix semblait sincère. Et je m'y suis accrochée. Je me suis accrochée à ces mots comme à une bouée de sauvetage. L'écran est devenu noir. Et je suis restée seule dans la chambre de bébé silencieuse. La pièce sembla soudain plus grande. Plus vide. La lune souriante sur le mur semblait se moquer de moi. J'ai reposé une main sur mon ventre, sentant le léger frémissement de Noé qui bougeait à l'intérieur de moi. Ce n'était pas grave.
Tout irait bien. Bientôt. Le projet serait terminé. Bientôt. Benoît serait à la maison pour de bon. Bientôt. Notre bébé serait là. Et notre vraie vie. Notre vie parfaite. Commencerait enfin. Je devais juste être patiente. Je devais juste tenir bon. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un regain de détermination. Je ne laisserai pas la solitude d'un court appel téléphonique éclipser la joie de ma réalité. Le soleil était éclatant. L'air était doux. Et mon potager m'attendait. J'ai mis un chapeau à large bord et ma robe de maternité la plus confortable et je suis sortie. Le jardinage était ma thérapie. Mes mains dans la terre. L'odeur de la terre humide et des feuilles vertes. Le travail simple et honnête de nourrir la vie, cela manquerait. J'ai désherbé la parcelle autour de mes plants de courgettes et j'ai tutoré les tomates qui devenaient lourdes de fruits verts. Ici, tout était simple. On donne à une plante de l'eau, du soleil et des soins. Et elle pousse. Il n'y avait pas de signaux contradictoires. Pas de sous-entendu. Ma voisine. Madame Dubois. Une femme adorable d'environ 70 ans avec une chevelure blanche comme un nuage. M'a salué par-dessus la clôture. Ça prend joliment forme. Amélie. Cria-t-elle. Sa voix joyeuse. Vous avez vraiment la main verte. J'essaie de faire de mon mieux. Ai-je répondu avec un sourire. Benoît dit que je passe plus de temps à parler aux plantes qu'à lui. C'était une blague. Mais un goût amer a rempli ma bouche dès que je l'ai prononcé. C'était trop proche de la vérité. Je passais mes journées à parler aux bébés, aux plantes, aux quatre murs de ma maison. Tandis que je travaillais, mon esprit est retourné vers Benoît. Je me suis souvenu du jour où nous avons visité cette maison pour la première fois. J'étais enceinte de quelques semaines seulement. Et nous étions encore terrifiés et excités. La maison était un peu vieillotte, avec de la moquette épaisse et des lambris sombres. Mais nous avions vu le potentiel. Nous avions vu le grand jardin où nos enfants pourraient jouer. Nous avions vu la chambre supplémentaire qui serait une chambre de bébé parfaite. On peut le faire. Amélie. Avait dit Benoît. En m'enlaçant dans le salon vide. On peut en faire notre foyer. Je travaillerai dur. Je te le promets. Je vous donnerai tout. À toi et à ce bébé. Il tenait sa promesse. Je le savais. Cet appartement à Lyon. Les longues heures. Le stress, tout cela faisait partie du sacrifice. J'ai ressenti une pointe de culpabilité pour mes doutes de la veille. Il portait tout le fardeau financier pendant que moi. Je pouvais rester à la maison pour peindre des fresques et cultiver des légumes. C'était lui qui était vraiment seul. C'était moi qui étais égoïste. Résolue à être une épouse meilleure et plus solidaire. J'ai passé le reste de la journée à préparer son plat préféré. Un bœuf bourguignon mijoté lentement. Pour qu'il ait un bon dîner fait maison à son retour pour le week-end. Je l'ai soigneusement emballé dans des récipients pour le mettre au congélateur. C'était un petit geste. Mais c'était tout ce que je pouvais faire à 150 km de distance. Ce soir-là, j'ai attendu son appel. 7 heures passèrent. Puis 8 heures. À 9 heures, un nœud d'anxiété se serrait dans mon estomac. C'était inhabituel. Même lors de ses soirées les plus chargées. Il appelait toujours. Je lui ai envoyé un texto. Tout va bien? Aucune réponse. J'ai essayé de rationaliser. Son téléphone était probablement déchargé. Il était dans une réunion tardive et ne pouvait pas s'absenter. Il s'était endormi tôt. Terrassé par l'épuisement. J'ai passé en revue tous les scénarios plausibles. Tout pour éviter celui qui se cachait dans les recoins sombres de mon esprit. Finalement,
À presque 22 heures, mon téléphone a sonné. C'était lui. Je l'ai attrapé. Un mélange de soulagement et d'irritation m'envahissant. Benoît. J'étais inquiète. Tout va bien? Oui. Oui. Je suis désolée. Amélie. Dit-il. Il semblait essoufflé. Distrait. Je pouvais entendre des bruits en arrière-plan de la musique. Le brouhaha d'autres personnes. Ça ne ressemblait pas à un bureau. Où es-tu? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix égale. On dirait qu'il y a du bruit. Oh. On est juste sorti dîner rapidement avec quelques membres de l'équipe, dit-il. Les investisseurs étaient en ville. Et mon patron a un peu insisté. C'était pour le réseau. Je suis désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. C'était vraiment à la dernière minute. Un dîner. Avec son équipe. C'était logique. Mais pourquoi est-ce que ça sonnait comme un mensonge? Pourquoi mon cœur s'est-il mis à battre un peu plus vite? Oh. D'accord. Dis-je. Eh bien. Je suis contente que tu aies pu te détendre un peu. Tu devais être épuisée. J'étais fière du calme de ma voix. Solidaire. Compréhensive. Oui. C'était sympa, dit-il. Mais sa voix était à nouveau distante. Comme s'il me parlait tout en ayant son attention ailleurs. Écoute. Je devrais y aller. C'est bruyant ici. Je t'appelle demain à ma pause déjeuner. D'accord? D'accord. Benoît. Je t'aime. Les mots étaient précipités. Je t'aime aussi. Ai-je murmuré? Mais il avait déjà raccroché. Je suis restée debout dans la cuisine silencieuse. L'odeur du bœuf bourguignon que j'avais préparé avec tant d'amour semblant maintenant se moquer de moi depuis le congélateur. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. Une femme enceinte? Le visage pâle d'une peur sans nom. J'ai vu les couleurs trop vives de la chambre de bébé se refléter derrière moi. Mon monde parfait. Mon monde magnifique. Soigneusement peint. Parfait. Et pour la première fois, j'ai vu une fissure qui le traversait en plein milieu. Une minuscule fracture. Fine comme un cheveu. Que j'avais soudain la terreur de ne pas pouvoir réparer. Les jours suivants, je me suis efforcée de maintenir un optimisme déterminé. Je me répétais que cet étrange appel téléphonique était le fruit de ma propre anxiété hormonale. La grossesse vous joue des tours? Tout le monde le disait. Elle vous rend sensible? Prompte à l'inquiétude. Je réfléchissais probablement trop. Benoît travaillait dur. Je devais être une partenaire solidaire? Pas une femme soupçonneuse. Alors, je me suis jetée dans ma routine avec une énergie presque frénétique. J'ai terminé la fresque, ajoutant une dernière couche chatoyante aux étoiles argentées jusqu'à ce qu'elles semblent scintiller. J'ai organisé chaque placard. J'ai frotté des sols qui étaient déjà propres. Je construisais une forteresse de perfection domestique. Comme si une maison bien rangée pouvait en quelque sorte mettre de l'ordre dans mon esprit anxieux. Quand le vendredi est arrivé, j'étais vibrante d'anticipation. Il rentrait à la maison. Tout redeviendrait normal une fois qu'il serait là. Debout dans la cuisine, ses bras enroulés autour de moi. Son odeur familière de lessive propre et de savon emplissant mes sens. La distance s'effondrerait. Les doutes s'évaporeraient. Il avait laissé une petite pile de linge de son dernier week-end à la maison. Et j'ai décidé de la laver pour que tout soit frais pour son arrivée. En triant les couleurs et le blanc, j'ai ramassé la veste qu'il avait portée pour retourner à Lyon lundi. C'était une simple veste de travail en toile. J'ai vérifié les poches par habitude.
Une recherche routinière de reçus oubliés ou de monnaie. Mes doigts se sont refermés sur un morceau de papier froissé dans la poche poitrine. Je l'ai sorti, le lissant sur le couvercle de la machine à laver. C'était un ticket de caisse. Mes yeux ont scanné les détails. Le nom du restaurant était imprimé en haut dans une écriture élégante et bouclée, la Plume d'Or. Je n'en avais jamais entendu parler. En dessous, il y avait l'adresse. À Lyon. Et puis la date, mardi soir. La nuit même où il m'avait appelé tard. La nuit où il avait dit que son équipe était sortie pour un dîner rapide, parce que le patron avait insisté. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'ai lu plus loin. La liste des articles était courte mais précise. 2 commandes de coquilles Saint-Jacques poêlées. Une bouteille de Sauvignon blanc. 2 desserts. Le moelleux au chocolat. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas un dîner d'équipe rapide. C'était un repas intime et coûteux pour 2. Le total en bas de la note m'a fait monter les larmes aux yeux. C'était plus que ce que nous dépensions en courses en 2 semaines. Mon esprit s'emballa, essayant de trouver une explication. N'importe quelle explication. Qui ait un sens. Il était avec un client. Un client très important. Il devait le divertir. Mais pourquoi aurait-il menti à ce sujet? Pourquoi dire que c'était un dîner de groupe avec son patron? Pourquoi avoir l'air si secret? Les pièces ne s'emboîtaient pas. Elles s'entrechoquaient dans ma tête, créant un bruit terrible et discordant. Je me suis assise sur le petit tabouret de la buanderie. Le reçu tremblant dans ma main. Le bourdonnement de la machine à laver remplissait le silence. Un son banal dans un monde qui venait de basculer sur son axe. Je ne pouvais pas attendre qu'il rentre à la maison. Je ne pouvais pas rester assise avec ce serpent enroulé dans mon estomac pendant encore 5 heures. Mes mains étaient froides lorsque j'ai pris mon téléphone et composé son numéro. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix joyeuse. Inconsciente. Salut. Amélie. J'allais justement t'appeler. Je fais mes valises. Je devrais être sur la route dans 1 heure. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Salut. Dis. C'est bizarre. Je faisais ta lessive et j'ai trouvé un ticket de caisse dans la poche de ta veste. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Un minuscule silence fractionné qui a semblé durer 100 ans. Ah oui, dit-il. Sa voix un peu trop désinvolte. Pourquoi? Un restaurant à Lyon. La Plume d'Or? J'ai prononcé le nom. Et il a semblé être une malédiction sur ma langue. De mardi soir. Ça avait l'air. Cher. Le silence fut plus long cette fois. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais l'imaginer. Debout dans cet appartement beige. Son esprit cherchant frénétiquement une issue. Oh. C'est vrai. Ça. Oui. C'était avec Monsieur Dubois. L'investisseur principal. Je t'en ai parlé? Tu te souviens? Je devais l'inviter. C'est un gros bonnet. Il aime les endroits chics. Tu as dit que tu étais avec l'équipe? Dis-je. Ma voix basse. Tu as dit que ton patron avait insisté. Ben oui. Le patron a insisté pour que j'invite le client. Dit-il rapidement. Ses mots trébuchant légèrement les uns sur les autres. C'est la même chose. Amélie. C'était un dîner d'affaires. Tu sais comment c'est. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Ça fait partie du jeu. Il essayait de paraître confiant. Léger. Mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Une fine tension de fil de fer. Le ticket était pour 2 personnes. Benoît. 2 dîners de Saint-Jacques. Une bouteille de vin.
Ma voix n'était qu'un murmure. Je me sentais pathétique. Comme une détective dans un mauvais film. Énumérant des indices qui ne faisaient que confirmer mon propre chagrin. Il soupira. Un son d'exaspération pure qui me coupa plus profondément que n'importe quel cri. Amélie. C'est quoi ça? Un interrogatoire? Oui. C'était moi et le client. Qu'est-ce que je suis censé faire? Lui commander une salade? Le type est de la vieille école. Tu lui offres le vin et le dîner. Je ne vois pas pourquoi je dois t'expliquer chaque ligne d'une note de frais. J'essaie de conclure le plus gros contrat de ma vie ici. Pour nous. Est-ce que je peux avoir un peu de confiance? S'il te plaît? Les mots ont atteint leur cible. J'ai senti une bouffée de honte me monter au visage. Il avait raison. Qu'est-ce que je faisais? Je me comportais comme une épouse folle et jalouse. Il travaillait? Et moi? J'étais à la maison. Laissant mon imagination s'emballer. L'accusant à cause d'un bout de papier. Le client était probablement un homme d'une 60aine d'années. Le vin? C'était juste pour les affaires. Tout était pour les affaires. Tu as raison. Marmonnai-je. Me sentant stupide. Je suis désolée. C'est juste. Je ne sais pas. Mon esprit est sens dessus-dessous ces derniers temps. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Son ton s'est adouci instantanément. Le soulagement dans sa voix était palpable. Et non. C'est bon. Je comprends. Tu es enceinte? Tu es seule toute la semaine. C'est dur. C'est moi qui devrais être désolée. Je serai bientôt à la maison. D'accord? On passera un bon week-end. On ira à ce cours de préparation à l'accouchement et tu pourras te moquer de moi quand je devrai m'entraîner à respirer. Je me suis forcée à rire. D'accord. Je t'aime. Amélie. Je t'aime aussi. Dis-je. Mais après avoir raccroché. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je ne l'avais pas cru. Pas une seule seconde. L'explication était plausible. Parfaite même. Mais je connaissais sa voix. Je connaissais la cadence de son honnêteté et le rythme légèrement précipité de ses mensonges. Et il avait menti. J'ai lissé le reçu une dernière fois. Puis, d'une main tremblante, je l'ai plié en un minuscule carré et je l'ai glissé au fond de ma boîte à bijoux. Une petite bombe en papier? En attente. Quand Benoît est rentré ce soir-là. Il était l'image du mari parfait et attentionné. Il m'a apporté un bouquet de mes fleurs préférées. Des lys stargazés. Et un pot de la glace coûteuse dont j'avais envie. Il m'a embrassé profondément. Sa main se posant sur mon ventre. Comment vont mes deux garçons? Demanda-t-il. Son sourire large et éclatant. Il semblait étudier. Nous allons bien? Dis-je. En essayant de lui sourire en retour. D'égaler son énergie. Mais j'avais l'impression de le regarder à travers une épaisse vitre. Il était là. Mais il n'était pas là. Une partie essentielle de lui était encore à 150 km. Dans un restaurant chic avec une bouteille de vin et une assiette de coquilles Saint-Jacques. Le week-end fut une performance. Nous sommes allés au cours de préparation à l'accouchement. Et j'ai ri au bon moment alors qu'il s'en mêlait avec une poupée. Prétendant changer sa couche. Nous sommes allés nous promener dans le parc le long du lac. Nous avons cuisiné le dîner ensemble. Nous avons fait toutes les choses que les couples normaux et heureux faisaient. Mais un lourd silence s'était installé entre nous. Un silence fait de toutes les choses que je ne demandais pas et de toutes les choses qu'il ne me disait pas. La nuit. Je restais éveillée dans notre lit. Écoutant le son de sa respiration régulière à côté de moi. Il s'endormait instantanément.
Le sommeil de l'épuisé ou de l'insouciant. Je restais là pendant des heures, mon esprit rejoint notre conversation téléphonique, disséquant chaque mot, chaque pause. Qui était-elle? Était-elle belle? Les mails? Les questions étaient un poison, s'infiltrant dans les fondations de la vie que j'avais si soigneusement construite. J'étendais ma main, la faisant planer juste au-dessus de son épaule, voulant le toucher, sentir la chaleur familière de sa peau. Mais je ne pouvais pas. Il me semblait être un étranger. Et j'étais plus seule allongée à côté de lui que je ne l'avais jamais été en dormant seule dans ce lit. Les semaines qui ont suivi ont été un flou silencieux et angoissant. Je vivais avec un bourdonnement constant d'anxiété. Une sensation de retenir sa respiration sous l'eau, attendant le moment où il faudrait remonter à la surface. Les retours de Benoît à la maison sont devenus notre nouvelle normalité. Il arrivait le vendredi soir armé de cadeaux et d'excuses pour ses longues heures de travail, et repartait le dimanche soir avec des promesses d'appeler plus souvent. Il jouait le rôle du mari dévoué à la perfection. Il me massait les pieds enflés, assemblait le berceau du bébé avec une concentration méticuleuse, et parlait à mon ventre, racontant à Noé des histoires sur l'équipe de foot pour laquelle il jouerait un jour. Une partie de moi, la partie désespérée et pleine d'espoir, voulait croire que tout était dans ma tête. Je l'observais, cherchant sur son visage le moindre signe de culpabilité ou de tromperie. Mais il était un lac placide. Son expression était ouverte. Son sourire était prêt. Peut-être que je me trompais. Peut-être que le stress de la grossesse me rendait paranoïaque. J'ai essayé de repousser le reçu de la plume d'or au fond de mon esprit. C'était une seule anomalie. Une pièce d'un puzzle qui ne collait pas. Peut-être que si je l'ignorais, elle disparaîtrait. Mais le doute était une mauvaise herbe tenace, se frayant un chemin à travers les fissures de ma réalité soigneusement construite. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues auparavant. Ou peut-être des choses que j'avais choisi de ne pas voir. Il avait un nouveau code sur son téléphone. Quand je lui ai posé la question, il a haussé les épaules et a dit que c'était une nouvelle politique de sécurité de l'entreprise. Il a commencé à parler plus souvent d'une collègue nommée Chloé. Chloé pense que nous devrions utiliser un autre fournisseur pour les charpentes en acier. Chloé a trouvé une erreur dans les schémas qui nous a fait économiser une fortune. Son nom était tissé dans le tissu de ces histoires de travail si naturellement qu'au début, je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était qu'un nom de plus. Comme Dave de la compta ou Sarah DRH. Mais la façon dont il prononçait son nom était différente. Il y avait une légèreté, une admiration inconsciente qui manquait lorsqu'il parlait de n'importe qui d'autre. Elle n'était pas juste une collègue. Elle était une alliée, une confidente. Elle était celle qui comprenait la pression sous laquelle il se trouvait. Celle qui était dans les tranchées avec lui. Moi, j'étais juste la femme à la maison. Une voix au téléphone qui parlait de couleurs de peinture et de vitamines prénatales. La fête prénatale était censée être un jour heureux. Ma sœur et ma meilleure amie, Clara, l'avait planifié pendant des semaines. La maison était remplie de ballons aux couleurs pastel, de bavardages joyeux et d'une montagne de cadeaux joliment emballés. C'était une célébration de la nouvelle vie que nous allions mettre au monde. Mais pour moi, cela ressemblait à une imposture. J'étais assise sur une chaise qui avait été désignée comme le « trône d'honneur », souriant jusqu'à ce que mes joues me fassent mal, ouvrant de minuscules bodys et des chaussettes miniatures, tout en sentant une angoisse froide s'accumuler dans mon estomac. Benoît était censé être là. Il avait promis. Il avait juré qu'il remuerait ciel et terre pour être présent. C'était sa dernière chance d'assister à une étape majeure avant la naissance. Mais le jeudi soir, 2 jours avant la fête, il avait appelé avec la nouvelle inévitable. Amélie.
Je suis tellement désolée. Avait-il commencé? Et mon cœur s'était serré avant même qu'il n'ait fini sa phrase. L'entrepreneur principal vient de quitter le chantier. C'est une crise totale. Mon grand patron arrive de Paris. Je dois être ici ce week-end. Il n'y a aucun moyen que je puisse partir. L'excuse était si dramatique, si hermétique, que je ne pouvais même pas argumenter. C'était la catastrophe d'entreprise parfaite. J'ai juste murmuré, d'accord. Benoît. Je comprends. Que pouvais-je dire d'autre? Il travaillait. Il subvenait à nos besoins. C'était son travail. Mais alors que j'étais assise là, entourée d'amis et de famille, déballant un sac à langer que Benoît et moi avions choisi ensemble, son absence était une présence physique dans la pièce. Un trou béant au milieu de notre vie supposée parfaite. Clara, qui me connaissait depuis que nous avions 5 ans et pouvait lire mes humeurs mieux que moi-même, m'a acculée dans la cuisine pendant que je coupais le gâteau. « Ça va ?» demanda-t-elle, ses yeux pleins d'inquiétude. Elle n'a pas cru à mon sourire éclatant et fragile une seule seconde. « Je vais bien, » dis-je. Ma voix trop aiguë. Juste fatiguée. Tu sais, être un incubateur humain géant est épuisant. Elle s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. C'est Benoît. N'est-ce pas? C'est le 3e week-end d'affilée qu'il doit travailler tard ou annuler. Je me suis concentrée sur la découpe du gâteau en parts parfaitement égales. C'est un projet vraiment important. Clara. La pression est folle. Je le défendais. Et les mots avaient un goût de mensonge. Un projet est un projet. Amélie. Mais la fête prénatale de ta femme n'arrive qu'une fois. Certaines choses devraient être plus importantes. Des larmes me sont montées aux yeux. Chaudes et soudaines. Je les ai ravalées avec force. Je ne pleurerai pas. Pas aujourd'hui. Il se sent très mal à ce sujet. Ai-je murmuré. Clara posa une main douce sur mon bras. J'en suis sûre. Je m'inquiète juste pour toi. Toute seule ici. J'ai forcé un autre sourire. Je ne suis pas seule. Je t'ai. Maintenant? Allons donner du gâteau à ces gens avant qu'ils ne déclenchent une émeute. Ce soir-là. Après que tout le monde soit parti et que la maison soit de nouveau silencieuse. Remplie des fantômes des rires et d'un paysage d'équipement pour bébé. Benoît a appelé. Son visage sur l'écran vidéo était un masque de contrition. Comment c'était? Tu as eu plein de belles choses? Je me sens comme le plus grand crétin de la planète de ne pas avoir été là. C'était bien. Dis-je. Ma voix plate. J'étais trop fatiguée pour faire semblant. J'ai balayé la pièce avec la caméra. Lui montrant le berceau miniature. La chaise haute. Les piles de livres et de vêtements. Tu as manqué. Je sais. Je sais. Ma chérie. Je te promets. Je vais me rattraper. Dit-il. Ses yeux semblaient sincères. Pendant un instant, j'ai presque cru en lui. Dès que ce projet sera terminé, ce sera juste toi, moi et Noé. Plus de distractions. Je te le promets. Quand sera-t-il terminé? Benoît? Ai-je demandé? Et la question est restée en suspens entre nous. Lourde et sans réponse. Bientôt? Dit-il vaguement. Très bientôt. Ma date d'accouchement est arrivée et est passée. Les jours s'étiraient. Chacun semblant plus long que le précédent. J'étais lourde et inconfortable. Un navire attendant une marée qui ne venait pas. Je passais mes journées à faire des tours sans fin dans le quartier, essayant de convaincre le bébé de sortir.
Mes nuits étaient sans sommeil, remplies d'un mélange d'anticipation pour le bébé et d'une appréhension tenace concernant mon mariage. C'est arrivé un mardi soir. Je venais de finir un dîner fade de poulet et de riz quand la première crampe m'a frappée. Basse et profonde. C'était différent des contractions de Braxton X que j'avais eues. Celle-ci avait une intensité, une gravité qui m'a fait m'arrêter pour reprendre mon souffle. J'ai attendu. 20 minutes plus tard, une autre est arrivée, plus forte cette fois. C'était le moment. Mes mains ont commencé à trembler alors que je composais le numéro de Benoît. Il avait promis, encore et encore, que le moment venu, il laisserait tout tomber. Il avait son sac pour l'hôpital près dans son appartement. Il avait le plein d'essence dans sa voiture. Le trajet durait un peu moins de 2 heures. Il y arriverait. Il le devait. Le téléphone a sonné. Et sonné. Et sonné. Il est tombé sur la messagerie vocale. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Benoît Fournier. Laissez un message. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Benoît. C'est moi. Je crois que ça commence. Les contractions sont espacées d'environ 20 minutes. Tu dois rentrer à la maison maintenant. Appelle-moi dès que tu auras ce message. Ma voix tremblait. J'ai rappelé. Directement sur la messagerie. Et encore. Messagerie. La panique a commencé à s'installer. Froide et aiguë. Son téléphone était éteint. Ou il ignorait mes appels. Qu'est-ce qui était pire? J'ai essayé de rester calme. J'ai suivi les instructions de notre cours de préparation. J'ai respiré. J'ai chronométré les contractions. Elles se rapprochaient. 15 minutes d'intervalle. Puis 10. La douleur s'intensifiait, s'enroulant autour de mon dos et serrant mon abdomen dans une prise implacable. J'ai appelé ma sœur. Ma voix se brisant de douleur et de peur. Ça arrive. Ai-je pleuré? Et je n'arrive pas à joindre Benoît. Sa voix était une ancre calme dans ma tempête. D'accord. Ma chérie. J'arrive. Je serai là dans 20 minutes. As-tu appelé ton médecin? Oui. Elle a dit d'attendre qu'elle soit espacée de 5 minutes. Puis de venir. D'accord. On peut le faire. Amélie. Respire. J'arrive. En raccrochant, j'ai senti une vague de désespoir si profonde qu'elle m'a presque mise à genoux. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Benoît était censé être là. Me tenant la main. Chronométrant mes contractions. Me disant que j'étais forte. Nous avions un plan. Nous avions une playlist de chansons pour la salle d'accouchement. Nous nous étions entraînés pour ça. Mais la scène était prête. Le rideau se levait. Et mon partenaire manquait à l'appel. J'ai envoyé un dernier texto à Benoît. Mes doigts tâtonnant sur l'écran alors qu'une autre contraction me saisissait. Maternité. Contraction toutes les 5 minutes. S'il te plaît. Où es-tu? J'ai fixé l'écran. Priant pour que les 3 petits points apparaissent. Indiquant qu'il était en train d'écrire une réponse. Rien. Le message était là. Sous son nom. Distribué. Mais pas lu. L'hôpital était un flou de lumière fluorescente et de voix basses et pressées. Ma sœur, Sarah, était une présence stable à mes côtés. Sa main serrant la mienne alors qu'une vague de douleur déferlait sur moi. Elle répondait aux questions des infirmières, remplissait les formulaires et transmettait les informations à nos parents. Elle était mon roc. Mais chaque fois que je la regardais, je ressentais une nouvelle pointe de honte. Elle était censée être la future tante excitée.
Pas le mari de substitution. On m'a installée dans une salle d'accouchement qui semblait froide et stérile. Les minutes se sont transformées en heures. Chaque contraction était une montagne que je devais gravir. Et avec chacune, l'espoir que Benoît surgirait par la porte, plein d'excuses et de soulagement, diminuait un peu plus. Je vérifiais mon téléphone entre les vagues de douleur, mon pouce planant sur son nom. Le message texte restait non lu. Mes appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Il avait disparu. C'était comme s'il avait cessé d'exister. Les sages-femmes étaient gentilles mais professionnellement détachées. L'une d'elles, une femme nommée Linda avec des yeux chaleureux, a demandé « Votre mari est en route ?» Ma petite dame ? Les larmes que je n'avais pas réalisées que je retenais ont commencé à couler sur mon visage. Je n'arrive pas à le joindre ? Ai-je suffoqué ? Les mots étant une confession brute de mon échec. Son téléphone doit être éteint. Linda m'a tapoté la main. Je suis sûre qu'il arrivera dès qu'il le pourra. Ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur vous et ce bébé. C'est tout ce qui compte maintenant. Mais ce n'était pas tout ce qui comptait. Son absence était une trahison si profonde qu'elle semblait faire partie physiquement du travail. À chaque contraction atroce dans mon abdomen, il y avait une torsion correspondante de mon cœur. La douleur de l'accouchement était immense. Mais la douleur d'être si complètement seule était pire. C'était le moment que nous avions planifié. Dont nous avions rêvé. C'était le sommet de notre histoire d'amour. La création de notre famille. Et je le vivais toute seule. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la douleur est devenue dévorante. Il n'y avait plus de place pour l'espoir ou l'inquiétude. Seulement la tâche primale et écrasante de mettre mon fils au monde. Le médecin, une femme calme et rassurante nommée Dr Miller, me guidait d'une voix ferme. Sarah était là. Me murmurant des encouragements, m'épongeant le front avec un linge frais. Et à travers le brouillard de l'agonie, j'ai poussé. J'ai poussé à travers la douleur, à travers la peur, à travers le chagrin. J'ai poussé pour mon fils. Et puis, soudain, la pression a disparu. Elle a été remplacée par un cri, un vagissement fin et aigu qui était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Il est là. Amélie, annonça le docteur Miller. Sa voix pleine de joie. Vous avez un magnifique petit garçon. Ils l'ont posé sur ma poitrine. Une petite créature gigotante. Incroyablement petite et parfaite. Il avait une tignasse de cheveux sombres. Tout comme Benoît. Ses yeux, quand il les a finalement ouverts, étaient d'un bleu profond et émouvant. Je l'ai regardé. Et le monde extérieur à nous deux a tout simplement disparu. La chambre d'hôpital froide. Le mari absent. Les promesses brisées, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui existait était l'amour féroce, protecteur et absolu que je ressentais pour cette petite personne. Mon fils. Noé. Tu l'as fait, murmura Sarah, ses yeux brillants de larmes. Je l'avais fait. Une vague d'épuisement et de soulagement profond m'a submergée. J'avais survécu. Nous avions survécu. Ce n'est que le lendemain matin, alors que j'étais allongée dans la chambre de repos, regardant le soleil projeter de longues ombres sur le sol, que la réalité de la situation m'est revenue en pleine face. Noé dormait paisiblement dans le berceau en plastique transparent à côté de mon lit. Il était réel. Et Benoît était toujours absent. Mon téléphone, qui était resté silencieux toute la nuit, a finalement vibré sur la table de chevet. C'était un texto de Benoît. Mon cœur a bondi. Un saut d'espoir stupide et réflexe. Mon Dieu. Amélie.
Mon téléphone était mort. Je viens de voir tes messages. Est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Le bébé est là? Les mots étaient une rafale de panique. Mais ils sonnaient creux. Répété. Mon téléphone était mort. La plus vieille et la plus fragile excuse du monde. La fureur, froide et pure, a tranché à travers mon épuisement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé le message. Le mensonge brûlant sur l'écran. Quelques minutes plus tard, il a appelé. J'ai laissé sonner. Regardant sa photo s'afficher sur l'écran, une photo de nous lors de notre lune de miel. Souriant et insouciant. On aurait dit deux personnes différentes. Finalement, j'ai répondu. Ma voix vide de toute émotion. Allô? Benoît. Amélie? Dieu merci. J'étais en train de devenir fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en train d'accoucher? Où es-tu? L'accouchement est terminé. Benoît. Dis-je. Ma voix aussi plate et grise qu'un ciel d'hiver. Ton fils est né à 3h17 ce matin. Il pèse 3,3 kg. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Puis, un son étouffé. Il est là? Déjà? Oh mon Dieu! Est-ce qu'il va bien? Tu vas bien? Nous allons bien? Dis-je. Le mot sonnait comme un mensonge. Je n'allais pas bien. J'étais brisé en 1 million de morceaux. Mais je ne lui donnerai pas la satisfaction de m'entendre pleurer. Pas grâce à toi. Amélie. Je suis tellement désolée. Mon téléphone était mort. Je te le jure. Je travaillais tard sur la crise sur le site. Je me suis effondrée sur le canapé de mon bureau. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Ces mots se bousculaient. Une tentative frénétique et désespérée de rafistoler un trou de la taille du Grand Canyon. Garde tes excuses. Dis-je en le coupant. Garde-les. Ça n'a plus d'importance maintenant. Bien sûr que ça a de l'importance. Je pars tout de suite. Je serai là dans 2 heures. Je suis désolée. Ma chérie. S'il te plaît. Crois-moi. Je n'ai rien dit. J'ai simplement mis fin à l'appel et j'ai laissé tomber le téléphone sur la couverture. J'ai regardé Noé. Mon fils parfait et innocent. Et je lui ai fait une promesse silencieuse. Je le protégerai. Je serai suffisante pour lui. Je le devais. Benoît est arrivé 2 heures plus tard. Exactement comme il l'avait promis. Il a fait irruption dans la chambre. Les cheveux en désordre. Ses vêtements froissés. Il tenait un ours en peluche géant et un bouquet de fleurs de station-service légèrement fanées. Il avait l'air hagard et sincèrement bouleversé. Il y a 1 an, j'aurais fondu de compassion. Maintenant, je ne ressentais rien. C'était comme regarder un étranger dans un film. Ses yeux sont tombés sur le berceau. Et son énergie frénétique a semblé se dissoudre. Il s'est approché lentement. Prudemment. Comme s'il s'agissait d'un sanctuaire. Il a regardé son fils. Et son visage s'est décomposé. De vraies larmes coulaient sur ses joues. Il est si petit. A-t-il murmuré. Tendant un doigt hésitant pour toucher la petite main de Noé. Je l'ai regardé. Mon cœur une pierre froide et dure dans ma poitrine. Il a pleuré. Il s'est excusé encore et encore. Il m'a dit combien il m'aimait. Combien il était désolé d'avoir manqué le moment le plus important de nos vies. Il a juré que son téléphone était mort. Il a juré qu'il s'était endormi d'épuisement. Il a juré que cela n'arriverait plus jamais. Je l'ai laissé parler. J'ai hoché la tête au bon moment. Je l'ai laissé tenir son fils.
Je l'ai même laissé m'embrasser sur le front. J'ai joué le rôle de la nouvelle mère fatiguée et indulgente. Parce qu'à ce moment-là, je savais deux choses avec une certitude absolue. Premièrement, que je ne croirais plus jamais un seul mot de ce qu'il disait. Et deuxièmement, que notre mariage était terminé. Il ne s'était pas terminé par une dispute ou une confrontation dramatique. Il s'était terminé en silence, au milieu de la nuit, dans une chambre d'hôpital stérile où une femme avait donné naissance à son fils toute seule. Pendant les 2 jours suivants à l'hôpital, nous étions l'image d'une nouvelle famille heureuse. Benoît était attentif, changeant les couches, m'apportant de l'eau et tenant Noé avec un regard d'adoration pure. Les infirmières s'extasiaient sur le père merveilleux et impliqué qu'il était. Nos parents sont venus nous rendre visite, rayonnant de fierté. Tout le monde voyait la belle surface. Personne ne voyait les fissures béantes en dessous. J'ai souri. J'ai accepté les compliments. Et j'ai attendu. Je gagnais du temps. Je rassemblais mes forces. La bataille était encore à venir. Mais je savais, avec une certitude glaciale, que je ne me battais plus pour mon mariage. Je me battais pour mon fils. Et pour moi-même. Le retour à la maison fut la partie la plus étrange. Nous avons franchi la porte d'entrée. Benoît portant Noé soigneusement dans son siège auto. Moi suivant lentement. Mon corps endolori. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Mais elle semblait entièrement différente. La chambre de bébé ensoleillée et jaune que j'avais peinte avec tant d'amour semblait maintenant d'une luminosité criarde. Un monument à un rêve naïf. Toute la maison ressemblait à un décor de théâtre pour une pièce qui avait été annulée. Nous étions des acteurs qui suivaient les mouvements, récitant des répliques d'un script qui n'avait plus de sens. Benoît était un modèle de dévotion paternelle. Il a insisté pour prendre les gardes de nuit, même s'il devait retourner à Lyon le lendemain. Il arpentait le couloir avec un Noé en pleurs, le calmant doucement, sa voix un murmure bas et apaisant dans l'obscurité. Il me regardait avec des yeux pleins d'une tendresse suppliante, comme si son bon comportement pouvait en quelque sorte effacer les derniers jours. « Rendors-toi, Amélie, » chuchotait-il. « Je m'en occupe. Tu as besoin de te reposer. » Je le laissais faire. Je restais allongé dans notre lit, écoutant les sons de mon mari s'occupant de mon fils. Et je ressentais un détachement profond et troublant. C'était la vie que j'avais voulu. Le partenariat que j'avais désiré. Mais c'était un mensonge. Sa gentillesse ressemblait à une performance. Son attention à une forme de pénitence. Et sous tout cela, le silence entre nous devenait plus lourd, épais d'accusations inexprimées et de questions sans réponse. Le point de rupture n'est pas arrivé avec un grand fracas. Il est arrivé dans le calme d'un mardi après-midi. 2 semaines après la naissance de Noé. Benoît était reparti pour Lyon, promettant d'être de retour pour de bon dans juste quelques semaines de plus. J'étais épuisé, fonctionnant sur un cycle chaotique de sieste de 2 heures. Noé était grognon, et j'essayais de le calmer, arpentant le salon avec lui blotti contre ma poitrine. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse. Un portail oublié vers le monde extérieur. Une notification de mail est apparue à l'écran. C'était une notification d'album photo partagé d'un nom que je reconnaissais vaguement, l'un des collègues de Benoît du bureau de Lyon. L'objet était « Super soirée à la fête de fin de projet Q3 ». La curiosité, une compagne froide et importune, a pris le dessus. J'ai cliqué sur le lien. Une galerie de photos s'est ouverte. Il y avait des dizaines de photos de l'équipe de Benoît. Tous souriants, buvant et célébrant dans un bar chic. Ils avaient tous l'air si heureux, si insouciants. Et puis je l'ai vu. La photo était vers la fin de l'album.
C'était un cliché pris sur le vif, légèrement flou, dans un coin faiblement éclairé. Benoît y était. Il riait, la tête renversée en arrière. Une femme se tenait à côté de lui, son visage tourné vers le sien. Elle était belle, avec de longs cheveux sombres et un sourire éclatant. Sa main reposait sur son bras, de manière décontractée, intime. Et le bras de Benoît était autour de sa taille, sa main posée de manière possessive sur sa hanche. Ils ressemblaient à un couple. Ils avaient l'air d'être faits l'un pour l'autre. J'ai zoomé sur son visage. Son badge nominatif était juste visible sur son blazer. Chloé. L'air a quitté mes poumons en un seul souffle silencieux. Ma vision s'est rétrécie. Le salon joyeux et ensoleillé semblait s'estomper en gris sur les bords. Ce n'était plus seulement un reçu. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'était là. C'était réel. Une photographie. Une seule image accablante qui confirmait toutes les craintes que j'avais si désespérément essayé de refouler. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé la date à laquelle la photo avait été prise. C'était la nuit de la naissance de Noé. La nuit où le téléphone de Benoît était mort. La nuit où il s'était effondré d'épuisement dans son bureau. Il n'avait pas été dans son bureau. Il avait été ici. À cette fête. Avec elle. Pendant que j'étais dans l'agonie. Mettant au monde son fils. Il riait. Son bras autour d'une autre femme. Une vague de nausée m'a submergée. J'ai titubé jusqu'au canapé et me suis assise lourdement, serrant Noé si fort qu'il a poussé un petit gémissement de protestation. J'ai relâché ma prise, mes mains tremblantes. J'ai fixé la photo. Mémorisant chaque détail, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de son biceps. La façon dont son sourire n'était que pour elle. La trahison était si absolue, si monumentale, que je ne pouvais même pas pleurer. J'ai senti un calme étrange et terrifiant s'installer en moi. Le genre de calme qui vient après une tempête dévastatrice. Quand le monde est aplati et silencieux. Je savais ce que je devais faire. Il n'y avait plus d'attente. Plus d'espoir. Plus de faux semblants. J'ai attendu ce soir-là. J'ai nourri Noé. Je l'ai baigné et je l'ai bercé pour l'endormir dans sa chambre jaune pâle. Je l'ai déposé doucement dans son berceau, regardant la douce montée et descente de sa poitrine. Il était si parfait. Si innocent. Il méritait mieux qu'une vie construite sur un fondement de mensonges. Il méritait une mère qui était entière. Pas une qui était lentement dévorée par le doute et le chagrin. Je suis retournée dans le salon et je me suis assise sur le canapé. L'ordinateur portable toujours ouvert sur cette photo. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Benoît. Je ne voulais pas entendre sa voix. Ses mensonges. Ses excuses. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai pris une capture d'écran de la photo. Et je la lui ai envoyée. Je n'ai pas ajouté de mots. L'image disait tout. Pendant un long moment, il n'y a pas eu de réponse. Les 3 petits points n'apparaissaient pas. Je l'imaginais la voyant. Le choc de la panique. La course effrénée à une explication. La prise de conscience écœurante qu'il avait été découvert. Puis, son nom a clignoté sur mon écran. Il appelait. J'ai fixé l'écran. Mon cœur un tambour sourd et lourd dans ma poitrine. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé immédiatement. J'ai de nouveau refusé. Une rafale de textos a suivi. Amélie. Réponds s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Ma chérie. Ne fais pas ça. Les mots étaient vides de sens. Pathétique.
J'ai ressenti une montée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le pouvoir. Le pouvoir de la vérité. Il ne pouvait plus se cacher. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Je ne voulais pas voir son nom. Ses supplications. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai sorti un album photo de notre mariage. Je l'ai ouvert. Regardant les photos de nous deux. Nous étions si jeunes. Si pleins d'espoir. La mariée et le marié sur les photos m'étaient maintenant étrangers. Leur bonheur ressemblait à une histoire sur quelqu'un d'autre. J'ai fermé l'album et je l'ai rangé. Je n'avais plus besoin de le regarder. Le passé était un livre fermé. J'ai finalement décroché le téléphone lorsqu'il a appelé pour la 10e fois. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste attendu. Amélie? Sa voix était une épave? Épaisse de panique. Amélie. Dieu merci. Écoute-moi. Cette photo. C'est un malentendu. C'était une fête de bureau. On avait tous bu quelques verres. Ça ne signifiait rien. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Creux et sans poids. Chloé est juste une amie. A-t-il poursuivi. Sa voix se brisant. Une collègue. C'est tout. Je te le jure. C'était une erreur stupide et due à l'alcool de même la laisser s'approcher autant. Ça ne signifiait rien? Amélie. Rien. J'ai enfin parlé. Et ma voix était celle d'une étrangère? Froide. Claire et stable. Était-ce un malentendu quand tu m'as dit que ton téléphone était mort? Benoît. Il y eut une pause. Quoi? La nuit de la naissance de Noé. Tu étais à cette fête. Tu n'étais pas dans ton bureau. Tu n'étais pas épuisé. Tu célébrais. Avec elle. J'ai prononcé les mots calmement. L'un après l'autre. Chacun étant une pierre parfaitement lancée. Un son étouffé est venu de son côté de la ligne. Il était pris au piège. Il n'y avait pas d'issue. J'allais partir. A-t-il balbutié. Je suis juste passé quelques minutes pour faire acte de présence. Puis mon téléphone est mort. Je te jure. Arrête. Dis-je. Le mot était calme. Mais il avait la force d'un coup physique. Juste. Arrête de mentir. Je suis si fatiguée des mensonges. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Des sanglots désespérés et laids. Je suis désolée. Pleurait-il. Amélie. Je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je t'aime. Je t'aime. Toi et Noé. Plus que tout. S'il te plaît. On peut arranger ça. Je vais démissionner. Je vais rentrer à la maison tout de suite. Tout ce qu'il faudra. J'ai pensé à lui riant sur cette photo. J'ai pensé à moi. Seule et terrifiée dans la salle d'accouchement. J'ai pensé à mon fils. Qui est venu au monde là où son père était une absence. Un mensonge. Et j'ai regardé la belle lune souriante que j'avais peinte sur le mur de la chambre. J'avais voulu qu'elle soit un symbole de rêve paisible. Mais maintenant, elle semblait juste seule dans un ciel plein de fausses étoiles. Pourquoi? Benoît? Ai-je demandé? Et la question n'était pas empreinte de colère. Elle était juste. Vide. Je veux juste savoir pourquoi. Il est resté silencieux un long moment. Le seul son étant sa respiration saccadée. Et puis il m'a finalement donné la seule chose qu'il lui restait à donner. La vérité. J'avais peur. A-t-il murmuré? Sa voix brisée. J'étais terrifiée. D'être père.
De la responsabilité. De ne pas être à la hauteur. Et Chloé. Elle n'avait besoin de rien de ma part. C'était facile. Avec elle. Je n'étais pas sur le point de devenir père. J'étais juste. Benoît. C'était lâche. Et c'était impardonnable. Je le sais. Sa confession ne m'a pas fait me sentir mieux. Elle ne m'a rien fait ressentir du tout. C'était juste une information. Un dernier détail triste dans l'autopsie de notre mariage. Je vois. Dis-je. S'il te plaît. Amélie. Ne raccroche pas. Parlons-en. Laisse-moi rentrer à la maison. Tu es chez toi. Benoît. Dis-je doucement. Tu es à Lyon. C'est chez toi maintenant. Et avant qu'il ne puisse répondre? Avant qu'il ne puisse plaider? Promettre ou mentir une fois de plus? J'ai mis fin à l'appel. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Le silence qui a rempli la maison n'était plus lourd ou suffocant. Il était propre. Il était clair. C'était le mien. Les jours qui ont suivi cet appel ont été un étrange purgatoire vide. Benoît n'est pas rentré à la maison. Il semblait comprendre que sa présence serait une intrusion. Une violation de la paix fragile que j'essayais de construire. Il a respecté la limite que j'avais tracée. Mais il n'a pas disparu. Au lieu de cela, mon téléphone a été inondé d'un flux constant de messages. De longs textes décousus à 3 heures du matin. Remplis de regrets et de dégoût de soi. De courtes supplications pathétiques au milieu de la journée. Est-ce que Noé et toi allez bien? Vous me manquez. Je ferai n'importe quoi. Je les lisais avec un détachement clinique. Comme un médecin examinant le dossier d'un patient. C'étaient les symptômes de sa culpabilité. Pas les expressions d'un amour que je pouvais encore reconnaître. Il a également commencé à envoyer de l'argent. D'importants virements bancaires anonymes sont apparus sur mon compte. Bien plus que ce que nous n'avions jamais budgété. C'était sa seule façon de se connecter. Sa seule façon de sentir qu'il subvenait encore à nos besoins. Au début, j'ai voulu le renvoyer par fierté. Mais le pragmatisme l'a emporté. J'avais un fils dont je devais m'occuper. Je n'étais plus une épouse. Mais j'étais une mère. Et le premier devoir d'une mère est la survie de son enfant. J'ai donc utilisé l'argent pour acheter des couches. Payer le crédit de la maison qui ressemblait maintenant à une cage dorée. Et pour que les lumières restent allumées. La maison elle-même est devenue mon monde. J'en sortais rarement. Sauf pour des promenades autour du pâté de maison avec Noé blotti dans sa poussette. Le monde extérieur semblait trop bruyant. Trop lumineux. Trop rempli de familles heureuses qui servaient de rappel douloureux de mon propre échec. Mes amis appelaient. Mais je laissais les appels aller sur la messagerie vocale. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer. De raconter les détails sordides. De voir la pitié dans leurs yeux. J'étais un navire qui avait été torpillé. Et je prenais l'eau rapidement. Toute mon énergie était concentrée sur une seule chose, maintenir mon fils à flot. Noé était mon ancre. Il était la seule chose solide et vraie dans ma vie. J'ai déversé tout mon amour fracturé sur lui. Je passais des heures à le regarder dormir. Sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant. Son visage si paisible et sans souci. Je lui chantais les berceuses que ma mère me chantait. Ma voix se brisant souvent de larmes non versées. Dans ses yeux d'un bleu profond, je voyais un avenir. Ce n'était pas l'avenir que j'avais prévu. Mais c'était un avenir néanmoins. Il était ma raison de sortir du lit le matin. Ma raison de manger quand je n'avais pas d'appétit. Ma raison de respirer quand mes poumons semblaient oppressés par le chagrin. Ma première sortie dans le monde réel a été pour le bilan des 2 mois de Noé. La pensée d'affronter une salle d'attente pleine de gens me remplissait d'une anxiété paralysante. Mais je ne pouvais pas le reporter.
Je nous ai habillés tous les deux avec soin. Comme si nous portions des costumes pour une pièce intitulée « Tout va bien ». Le cabinet du pédiatre était lumineux et chaotique, rempli des sons de bébés qui pleurent et d'infirmières joyeuses. Je tenais Noé près de moi. Mon bouclier protecteur contre le monde. Quand notre nom a été appelé, nous avons été conduits dans une salle d'examen où nous avons rencontré le docteur David Martin. Il avait un visage doux et gentil et des yeux qui se plissaient au coin quand il souriait. Ce n'était pas notre médecin habituel, qui était en vacances. Le docteur Martin a été merveilleux avec Noé. Ses mouvements calmes et confiants alors qu'il vérifiait son cœur. Ses réflexes. Son oui. Il parlait à Noé d'une voix douce et apaisante. Et Noé, qui était habituellement grognon avec les étrangers, semblait se détendre sous son contact. Après l'examen, alors que je boutonnais le body de Noé, le docteur Martin s'est assis sur son tabouret et m'a regardé. Son expression chaleureuse mais perspicace. C'est un beau garçon en pleine santé, dit-il. Vous faites un excellent travail, maman. Ce simple compliment spontané était si inattendu qu'il a eu l'effet d'un contact physique. Mon calme soigneusement construit a commencé à s'effriter. Merci. Ai-je réussi à murmurer? La voix étranglée. Il n'a pas été indiscret. Mais son regard était plein d'une empathie qui allait au-delà de la courtoisie professionnelle. Les premiers mois sont les plus difficiles, dit-il doucement. C'est un énorme ajustement. On peut se sentir isolé. Surtout si on le fait seul. Il a prononcé les derniers mots comme une simple constatation. Pas une question. Et cela m'a donné la permission d'être honnête. Une seule larme s'est échappée et a roulé sur ma joue. Je l'ai rapidement essuyée. Embarrassé. Ça se voit tant que ça? Il a offert un petit sourire triste. Ma femme est décédée il y a quelques années, quand notre fille n'était qu'une toute petite. J'ai appris à reconnaître ce regard. C'est un genre de fatigue particulier. Celui qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Sa confession discrète a ouvert une porte entre nous. Il n'était pas seulement un médecin. Il était un compagnon de voyage sur une route difficile. Il comprenait la perte. Il comprenait la monoparentalité. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vue. Mon mari et moi. Nous nous sommes séparés, dis-je. Les mots sortant d'un trait avant que je ne puisse les arrêter. Juste après la naissance de Noé. Il a simplement hoché la tête. Son expression pleine d'une compréhension profonde et silencieuse. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. C'est un lourd fardeau à porter en plus de tout le reste. S'il vous plaît. Si jamais vous vous sentez dépassé. Ou si vous avez juste besoin de parler à quelqu'un qui comprend. Mon secrétariat peut toujours me joindre. Et il existe des groupes de soutien. Ils peuvent être une véritable bouée de sauvetage. Ils n'offraient pas une solution ou un lieu commun. Ils offraient une main tendue. Un petit point de lumière dans ma vaste obscurité. J'ai quitté le cabinet ce jour-là en me sentant un peu plus légère. Cette rencontre était un rappel que la gentillesse existait encore dans le monde. Que la compassion pouvait être trouvée dans les endroits les plus inattendus. La rencontre avec le docteur Martin a planté une graine. Il m'avait vue. Non pas comme une victime, mais comme une mère faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Et il m'avait rappelé que je n'étais pas la seule personne au monde à s'être jamais sentie ainsi. Lentement, avec hésitation, j'ai commencé à tendre la main. J'ai rappelé Clara et, à travers mes larmes, je lui ai tout raconté. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle a juste écouté. Puis elle s'est présentée à ma porte 1 heure plus tard avec un sac de courses et la détermination de me faire sortir de la maison. J'ai commencé à emmener Noé pour de plus longues promenades.
m'aventurant jusqu'au parc au bout de notre quartier. C'est là, quelques semaines plus tard, que j'ai vu un visage familier. Le docteur Martin était sur les balançoires avec une petite fille qui avait ses mêmes yeux gentils et une cascade de couettes sombres. Il m'a vu et a souri. Un sourire sincère et accueillant. Amélie. C'est bien ça? Dit-il en s'approchant alors que sa fille continuait de se balancer. Et Noé. C'est bon de vous voir tous les deux dehors. Docteur Martin. David. Me suis-je corrigé? Sentant une rougeur monter à mes joues. C'est une surprise. Nous habitons à quelques rues d'ici. Dit-il. C'est notre coin du week-end. Il a fait un geste vers sa fille. Voici Lily. Nous sommes tombés dans une conversation facile. Nous avons parlé des défis pour faire manger ses légumes à un tout petit et du miracle d'un bébé qui dort toute la nuit. Nous avons parlé du parc, du temps, des saisons qui changent. Tout était merveilleusement, heureusement normal. Il n'y avait pas de tension, pas d'arrière-pensée. C'était juste deux parents célibataires, partageant un moment de camaraderie tranquille sous le ciel d'automne. Il n'a pas mentionné ma situation. Et je n'ai pas mentionné sa perte. Nous n'en avions pas besoin. La compréhension était déjà là. Un fondement silencieux sous nos simples mots. En rentrant chez moi cet après-midi-là, en poussant la poussette de Noé, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ma vie avait été définie pendant si longtemps par l'absence de Benoît. Mais pour la première fois, j'ai ressenti une présence. La présence d'une nouvelle amitié inattendue. La présence d'une possibilité que je n'avais pas osé imaginer, la possibilité que mon histoire ne soit pas terminée. Le chapitre avec Benoît s'était refermé. Mais peut-être. Juste peut-être. Un nouveau commençait à s'écrire. L'amitié avec David s'est développée alors que les feuilles d'automne passaient du vert au doré, puis au brun. Nos rencontres au parc sont devenues un événement régulier du week-end. Un rendez-vous tacite. Nous marchions sur les sentiers sinueux. Moi poussant la poussette de Noé. Lui essayant de suivre l'énergie débordante de Lily qui poursuivait les écureuils ou ramassait les feuilles mortes. Nos conversations étaient faciles. Passant des détails banals de la parentalité à des sujets plus profonds et plus réfléchis. Il m'a parlé de sa femme, Sarah, de son rire et de son amour pour la randonnée. Il parlait d'elle non pas avec la blessure vive et ouverte d'un deuil récent, mais avec une tendresse douce amère. C'était un homme qui avait fait la paix avec son passé, même si les cicatrices restaient. À mon tour, je me suis surprise à m'ouvrir sur Benoît. Non pas avec la colère et l'amertume qui m'avaient consumée pendant des mois, mais avec une tristesse calme et analytique. Parler à David, c'était comme parler à un miroir qui ne jugeait pas. Il écoutait simplement. La tête légèrement penchée. Son regard plein d'une empathie profonde et sans pitié. C'est normal d'être en colère? Tu sais, m'a-t-il dit un après-midi frais alors que nous étions assis sur un banc. Regardant Lily apprendre à un Noé ravi comment caresser un chien. Et c'est normal d'être triste. Parfois en même temps. Le deuil n'est pas une ligne droite. Il a appelé ce que je ressentais du deuil. Et le mot a résonné avec une vérité profonde et surprenante. Je n'étais pas seulement en train de surmonter une rupture. Je faisais le deuil d'un avenir. Je pleurais l'homme que je pensais avoir épousé. La vie que je pensais que nous aurions. Le nommer lui a donné une forme. L'a rendu moins comme un brouillard informe et écrasant. Lentement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à guérir. La guérison n'est pas venue dans un éclair de lumière soudain, mais dans de petits moments quotidiens. C'était la première fois que j'ai ri. Un vrai rire du ventre. À l'une des blagues idiotes de Lily. C'était l'après-midi où j'ai sorti mon vieux carnet de croquis et mes fusains et,
Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai ressenti l'envie de dessiner autre chose qu'une lune de dessins animés. J'ai dessiné le visage endormi de Noé. La courbe parfaite de sa joue. Le petit arc de ses lèvres. Mes mains savaient encore quoi faire. L'artiste en moi. La femme que j'étais avant de devenir une épouse n'était pas partie. Elle était juste en dormance. J'ai commencé à prendre de petits projets de conception graphique en freelance. Des choses que je pouvais faire de chez moi pendant que Noé faisait la sieste. Mes anciennes références de professeur d'art m'ont aidé à décrocher un contrat pour concevoir des brochures pour un centre social local. Ce n'était pas grand-chose. Mais le premier chèque que j'ai gagné, le premier argent qui n'était pas un virement rongé par la culpabilité de Benoît, a eu le goût d'une déclaration d'indépendance. Je subvenais aux besoins de mon fils. Je me tenais sur mes propres 2 pieds. Benoît, pendant ce temps, était un fantôme dans la machine de ma vie. Ses textos se sont faits moins fréquents. Ses supplications désespérées ont été remplacées par une tristesse résignée. Il demandait des photos de Noé. Et je les lui envoyais, gardant mes réponses brèves et polies. Il était le père de Noé. Et je ne lui refuserai jamais cela. Mais il n'était plus mon mari. Plus ma préoccupation. Le lien émotionnel qui m'avait attaché à lui pendant si longtemps s'était finalement effiloché et rompu. Son projet à Lyon s'est terminé. Il m'a envoyé un court texto, c'est fini. Je rentre m'installer à Annecy ce week-end. Mon cœur n'a pas bondi. Il n'a pas sombré. Il a à peine enregistré l'information. C'était juste un fait. À peu près au même moment, Chloé, l'autre femme, m'a envoyé un email. J'ai fixé son nom dans ma boîte de réception pendant une journée entière avant d'avoir le courage de l'ouvrir. Le message était court et étonnamment sincère. Amélie. Commençait-il. Je sais que vous n'avez aucune raison d'écouter quoi que ce soit que j'ai à dire. Et je n'attends pas votre pardon. Je voulais juste que vous sachiez que Benoît et moi ne sommes plus ensemble. Ce que nous avions. Ce n'était pas réel. C'était une évasion. Il fuyait une vie qui lui faisait peur. Et j'ai été assez stupide pour être sa cachette. Il n'a jamais cessé de vous aimer. Il parlait de vous tout le temps. Je suis sincèrement désolée pour la douleur que j'ai contribué à causer. J'espère qu'un jour, vous et votre fils trouverez tout le bonheur que vous méritez. J'ai lu l'email 2 fois. Il n'y avait aucun triomphe. Aucune satisfaction à savoir que leur relation avait échoué. Il n'y avait qu'une tristesse profonde hélas pour nous tous. Pour le gâchis que nous avions fait. Benoît n'avait pas choisi elle plutôt que moi. Il avait choisi une fantaisie facile plutôt qu'une réalité difficile. Et à la fin, la réalité gagne toujours. J'ai supprimé l'email et n'ai pas répondu. Ses excuses étaient pour elle. Pas pour moi. Ma paix ne dépendait pas de ces mots. Une semaine plus tard, Benoît a demandé s'il pouvait voir Noé. C'était la première fois qu'il demandait à le voir en personne depuis son retour. J'ai hésité. Puis j'ai accepté. Nous avons décidé de nous retrouver au parc. En terrain neutre. Quand je l'ai vu s'approcher de notre banc, j'ai eu le souffle coupé. Il avait l'air diminué. Il avait perdu du poids. Et l'assurance décontractée qu'il avait autrefois avait disparu, remplacée par une incertitude hésitante. Il paraissait plus vieux, fatigué et profondément triste. La colère que j'avais ressentie autrefois avait disparu, remplacée par une pitié étrange et distante. Il n'a pas essayé de me prendre dans ses bras. Il m'a juste fait un petit sourire peiné. Salut, Amélie. Salut, Benoît. Ses yeux se sont immédiatement posés sur Noé, qui était assis dans sa poussette, babillant joyeusement à un oiseau.
Le visage de Benoît s'est adouci. Et pendant un instant, j'ai vu un éclair de l'homme que j'avais épousé. L'amour qu'il avait pour son fils était réel. C'était peut-être la seule chose réelle qui restait entre nous. Je peux. A-t-il demandé? La voix étranglée. J'ai hoché la tête, détachant la ceinture de la poussette. Il a sorti Noé, le tenant avec une tendresse maladroite, comme s'il était en verre. Il est resté là un long moment, regardant le visage de son fils. Sa propre expression un mélange d'émerveillement et de regret profond. Il a tes yeux? A murmuré Benoît. Je sais. Ai-je dit doucement. Nous avons passé une heure comme ça. Il a joué avec Noé, le poussant doucement sur la balançoire pour bébé, faisant des grimaces qui lui ont valu un sourire baveux et sans dents. Je les observais à distance, gardienne d'une vie à laquelle il avait renoncé. Il était un bon père à ce moment-là. Il était présent. Il était aimant. Mais il était un visiteur. C'était ma vie. Celle de Noé et la mienne. Il ne faisait que passer. Avant de partir, il s'est tourné vers moi, les yeux suppliants. Amélie. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais je suis une thérapie. J'essaie de me comprendre. De comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que j'ai détruit ça. Je demande juste le pardon. Et une chance d'être un vrai père pour notre fils. Je l'ai regardé. Cet homme qui était à la fois un étranger et la personne la plus familière au monde pour moi. J'ai pensé aux longues nuits solitaires. À la trahison qui m'avait anéanti. Au chagrin qui m'avait presque noyé. Et j'ai pensé à la paix que j'avais trouvée. À la force que j'avais découverte. Aux nouvelles amitiés qui m'avaient soutenue. Le pardon. Ai-je réalisé? Ne le concernait plus. Il ne s'agissait pas de l'absoudre. Il s'agissait de me libérer moi-même. Je te pardonne? Benoît. Dis-je. Et les mots semblaient plus légers que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce n'était pas un cadeau que je lui faisais. C'était un poids que je déposais. Une lourde valise que je traînais derrière moi depuis près d'un an. Je crois que je t'ai pardonné il y a un moment. Pas parce que tu le méritais. Mais parce que Noé et moi méritons de vivre sans colère. Nous méritons la paix. Un soulagement immense a envahi son visage. Si profond que c'en était presque douloureux à regarder. Des larmes ont rempli ses yeux. Mais il les a ravalées. Merci. Amélie. A-t-il murmuré. Ça signifie. Plus que tu ne peux l'imaginer. Tu peux faire partie de la vie de Noé. Ai-je continué? Ma voix stable et claire. Traçant une limite aussi nette et précise qu'une ligne dans le sable. Tu es son père. Il mérite de te connaître. Nous pouvons organiser des week-ends. Des vacances. Nous pouvons être civilisés. Nous pouvons être de bons coparents. Mais c'est tout ce que nous pouvons être. L'histoire de toi et moi. Cette histoire est terminée. Il a hoché la tête, acceptant mes conditions avec une grâce solennelle. Il savait qu'il n'était pas en position de négocier. Je comprends, a-t-il dit. Je serai ce que tu me laisseras être. Un bon père. Je le promets. Je ne le laisserai plus tomber. Il m'a rendu un Noé endormi. Ses doigts effleurant les miens pendant une seconde fugace. Il n'y avait pas d'étincelle. Pas de fantôme de l'ancienne connexion. C'était comme toucher un inconnu. Il m'a regardé attacher soigneusement Noé dans sa poussette. Puis, avec un dernier long regard pour son fils, il s'est retourné et s'est éloigné. Je ne l'ai pas regardé partir. J'ai fait demi-tour avec la poussette et j'ai commencé le chemin du retour.
vers mon avenir, et non plus fuyant mon passé. Les mois qui ont suivi se sont installés dans un nouveau genre de rythme. Une nouvelle définition de la famille. Benoît a tenu parole. Il est devenu une présence constante et fiable dans la vie de Noé. Un week-end sur 2. Il venait le chercher. Et je regardais par la fenêtre le visage de mon fils s'illuminer à la vue de son père. Il envoyait des photos de leurs aventures au zoo, au musée des sciences, à l'étang des canards local. Il construisait une nouvelle relation avec son fils, brique par brique, et j'en étais reconnaissante. Nos interactions étaient polies, entièrement axées sur le bien-être de Noé. Nous étions des partenaires commerciaux dans l'entreprise la plus importante de nos vies. La passion et la douleur avaient disparu, ne laissant qu'un respect calme et fonctionnel. Ma vie, pendant ce temps, s'épanouissait de manière inattendue. Mon travail de conception en freelance s'est développé. Et j'ai transformé la chambre d'amis, celle que j'avais autrefois imaginée comme une salle de jeu, en un petit studio ensoleillé. C'était mon espace, rempli de mon art, de mes idées, de mon ambition. Je n'étais plus seulement une mère. J'étais une créatrice, une chef d'entreprise. J'étais de nouveau Amélie Fournier. Et puis il y avait David. Notre amitié s'est approfondie tout au long de l'hiver. Un dégel lent et doux. Nous nous sommes entraidés lors des petites crises de la monoparentalité, babysitting de dernière minute, fièvre au milieu de la nuit, conseils sur les caprices des tout-petits. Sa fille, Lily, et Noé sont devenus inséparables. Un petit duo gloussant. Lui et Lily sont devenus une partie de ma routine du week-end, aussi familier et réconfortant que le soleil du matin. Un soir au début du printemps, il nous a invités à dîner tous les trois. C'était la première fois que j'allais chez lui. Sa maison était chaleureuse et habitée, remplie des dessins de Lily collés sur le réfrigérateur et de piles de livres sur chaque surface. On se sentait dans un foyer. Après avoir couché les enfants, nous nous sommes assis sur sa terrasse arrière, buvant une tisane sous un ciel plein d'étoiles. L'air était doux, sentant la terre humide et les nouvelles fleurs. « Tu sembles heureuse, Amélie, » dit-il. Sa voix calme dans l'obscurité confortable. J'ai réfléchi à ces mots. Heureuse. C'était un sentiment qui m'avait semblé si étranger, si inaccessible pendant si longtemps. Mais maintenant, en y pensant, je réalisais que c'était vrai. Je le suis, dis-je. Un sourire sincère se dessinant sur mon visage. C'est un bonheur différent de celui que j'attendais de ma vie. Il est plus calme, plus paisible. C'est un bonheur que j'ai construit moi-même, pas un que j'attendais que quelqu'un d'autre me donne. Il a tendu la main sur la petite table et a doucement pris la mienne. Son contact était chaud et stable. Ce n'était pas un geste de possession ou de passion, mais de connexion simple et profonde. C'est le meilleur genre de bonheur qui soit, dit-il. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, sa main tenant la mienne, les étoiles veillant sur nous. Il n'y a pas eu de grande déclaration, pas de promesses dramatiques. Il n'y en avait pas besoin. Nous étions deux personnes qui avions navigué à travers les décombres de nos passés et trouvé notre chemin vers ce rivage tranquille. Nous savions que l'amour ne résidait pas dans des débuts parfaits, mais dans le courage de recommencer. Le lendemain matin, j'étais dans mon studio, esquissant un nouveau design de logo. La lumière du soleil entrait à flot par la fenêtre, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, tout comme elle l'avait fait dans la chambre de bébé ce jour qui semblait appartenir à une autre vie. Mais il ne ressemblait plus à de minuscules étoiles scintillantes d'un rêve fragile. C'étaient juste des particules de lumière, illuminant le monde réel et tangible qui m'entourait. Noé.
Maintenant un bambin solide, jouait sur un tapis au sol, empilant joyeusement des blocs de bois. Il construisait une tour, la regardait s'effondrer, puis, avec un rire déterminé, il recommençait immédiatement à la construire. J'ai souri en le regardant. Nous étions tous les deux des constructeurs, mon fils et moi, reconstruisant à partir des décombres. Mon téléphone a sonné. C'était un message photo de David. Une photo d'une seule rose parfaite de son jardin, couverte de rosée et éclatante dans la lumière du matin. La légende était simple, bonjour. J'ai regardé la rose sur mon écran, puis mon fils sur le sol, et le travail étalé sur mon bureau. Mon cœur était plein. Non pas de l'amour frénétique et anxieux de mon passé, mais d'un sentiment de gratitude profond, calme et constant. Les fissures de ma vie n'avaient pas été effacées. Les cicatrices étaient toujours là. Mais j'ai enfin compris. Les fissures n'étaient pas la fin de l'histoire. C'étaient juste les endroits où la lumière pouvait pénétrer. Et ma vie, autrefois plongée dans l'obscurité, était maintenant, enfin, pleine de lumière. Cette nouvelle vie avait un rythme apaisant, une cadence que je n'aurais jamais cru possible. Les week-ends où Benoît avait Noé étaient étranges au début. Le silence dans la maison était assourdissant, un rappel brutal de ce qui avait été perdu. Mais peu à peu, j'ai appris à apprivoiser ce silence, à le remplir non pas de distractions, mais de moi-même. Je redécouvrais la femme que j'étais avant Benoît, avant Noé. Je passais des heures à peindre, non pas pour un client, mais pour le plaisir pur de sentir le pinceau glisser sur la toile. Je partais pour de longues randonnées sur les sentiers du Semnoz, respirant l'air frais des montagnes, me sentant petite et insignifiante face à la grandeur de la nature, et trouvant un réconfort immense dans cette petitesse. David et moi n'avons pas précipité les choses. Notre relation s'est construite sur une fondation d'amitié si solide qu'elle semblait capable de résister à n'importe quelle tempête. Il y a eu un premier baiser, doux et hésitant, sur le porche de sa maison un soir d'été, après que les enfants se soient enfin endormis. Ce n'était pas un baiser passionné et dévorant comme ceux de ma jeunesse. C'était un baiser de reconnaissance, un soupir de soulagement. C'était un « te voilà enfin ». Introduire David dans la vie de Noé en tant que plus qu'un ami de la famille était une étape que j'appréhendais. Mais les enfants ont une sagesse simple. Pour Noé, David était simplement David. L'homme qui le faisait rire. Qui savait imiter le cri du T-Rex à la perfection. Et qui était toujours là. Une présence calme et constante aux côtés de sa maman et de sa meilleure amie, Lily. Il n'y a pas eu de drame. Pas de confusion. Juste une acceptation facile. Benoît, de son côté, semblait trouver une sorte de paix dans son nouveau rôle. Il était un père dévoué le week-end. Il a loué un petit appartement en ville, avec une chambre peinte en bleu vif pour Noé, remplie de jouets et de livres. Il était fiable, ponctuel, et nos conversations se limitaient strictement à la logistique concernant notre fils. Parfois, en le voyant jouer avec Noé au parc, je voyais une lueur de regret dans ses yeux, un aperçu fugace de la vie qu'il aurait pu avoir. Mais ce n'était plus mon fardeau à porter. J'avais appris que je ne pouvais pas réparer les gens. Je ne pouvais que me réparer moi-même. Un an après notre séparation, il m'a demandé de prendre un café. J'ai hésité. Nous n'avions pas passé de temps seuls depuis cette rencontre au parc. Mais quelque chose dans sa voix, une sorte de calme résigné, m'a fait accepter. Nous nous sommes assis à la terrasse d'un café dans la vieille ville d'Annecy. Il avait l'air en meilleure santé. Les cernes sous ses yeux avaient diminué. Il avait repris un peu de poids.
Je voulais juste te dire merci. Amélie. A-t-il commencé? En remuant sa cuillère dans son expresso. Merci de me laisser être le père de Noé. Et merci. De m'avoir pardonné. Je ne suis pas sûre que je le méritais. Nous méritions tous les deux la paix. Benoît. Ai-je répondu simplement. Il a hoché la tête. Un petit sourire triste sur les lèvres. La thérapie m'a beaucoup aidé. J'ai compris beaucoup de choses sur ma peur de l'échec. Sur la façon dont j'ai fui mes responsabilités. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je vivrai avec ça pour toujours. Il a levé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu non pas de la pitié pour lui-même, mais une véritable acceptation. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. Ce pédiatre. La question n'était pas accusatrice. Elle était juste. Curieuse. Oui. Ai-je dit. Il s'appelle David. C'est un homme bien. Il a hoché la tête à nouveau. Je suis content pour toi. Vraiment. Tu mérites d'être heureuse. Il a bu une gorgée de son café. Puis a ajouté. Sa voix à peine un murmure. Est-ce que tu l'aimes? J'ai regardé les cygnes glisser sur le canal. Leur mouvement gracieux et sans effort. J'ai pensé à David. À son rire facile. À la façon dont il tenait ma main. À la sécurité que je ressentais quand il était près de moi. C'était un amour si différent de celui que j'avais partagé avec Benoît. Ce n'était pas un feu de forêt, mais une braise chaude et constante qui me réchauffait de l'intérieur. Oui. Ai-je dit enfin. Ma voix claire et sûre. Je l'aime. Benoît n'a rien dit. Il a juste terminé son café en silence. Et dans ce silence, je n'ai pas ressenti de triomphe, ni de gêne. J'ai ressenti une sorte de clôture. Deux personnes, qui s'étaient autrefois tout promis, reconnaissant que leur chemin s'était séparé, et se souhaitant, sincèrement, le meilleur. La vie a continué de tisser sa toile complexe et magnifique. Mon entreprise de design a prospéré, me donnant une confiance et une indépendance que je n'avais jamais connues. J'ai même recommencé à peindre pour moi-même. De grandes toiles abstraites remplies de couleurs vives. Des expressions de la joie chaotique et de la paix durement acquise que je ressentais. Une galerie locale a manifesté de l'intérêt. Et l'idée d'une exposition, un rêve que j'avais abandonné depuis longtemps, a commencé à germer. David. Lily. Noé et moi sommes devenus une famille. Non pas une famille recomposée essayant de remplacer ce qui avait été perdu. Mais quelque chose de entièrement nouveau. Une famille choisie. Forgée dans la compréhension mutuelle et un amour patient. Nous avons racheté une maison ensemble. Un peu plus grande. Avec un jardin assez vaste pour le potager de mes rêves et un terrain de foot improvisé pour les enfants. Il y avait un atelier lumineux juste pour moi. Et un bureau confortable pour David. C'était une maison remplie de rires. De disputes occasionnelles sur les jouets. Et de l'odeur constante de la bonne cuisine et de la peinture fraîche. Un après-midi d'automne. Quelques années plus tard. J'étais assise sur les marches de notre terrasse. Regardant David et les enfants jouer dans le jardin. Noé. Maintenant un petit garçon vif de 5 ans. Courait après Lily. Leurs rires éclatants résonnant dans l'air frais. Benoît devait passer prendre Noé pour leur week-end. Et je l'attendais. Ce n'était plus une source de tension. C'était juste une partie de notre routine. Quand sa voiture s'est garée, il est sorti. Il avait l'air bien. Il y avait une femme avec lui. Une femme au sourire doux que j'avais déjà vue 1 ou 2 fois. Il l'avait rencontrée par le biais d'un groupe de randonnée. Elle était gentille. Papa! A crié Noé.
Courant vers lui et sautant dans ses bras. Benoît la serrait fort. Salut. Mon champion. Ses yeux ont croisé les miens par-dessus l'épaule de notre fils. Et il y avait une chaleur simple. Une camaraderie facile entre nous. La douleur avait disparu depuis longtemps, laissant place à une histoire partagée. Une connexion indélébile à travers notre enfant. David s'est approché, a salué Benoît d'un signe de tête amical. Il n'y avait aucune jalousie. Aucune maladresse. Juste deux hommes qui aimaient le même petit garçon. Alors que Benoît aidait Noé à mettre ses chaussures, je suis rentrée à l'intérieur pour prendre son petit sac à dos. En passant devant le mur du couloir, mon regard s'est attardé sur une série de photos encadrées. Il y avait des photos de Noé et Lily, des photos de David et moi en randonnée, et une photo de moi, souriante, le jour de l'ouverture de ma première exposition solo. Ma vie. Une vie que je n'aurais jamais pu imaginer dans la chambre de bébé jaune pâle de cette autre maison. Dans cette autre vie. J'ai trouvé le sac à dos dans la chambre de Noé. Sur son mur, il n'y avait pas de lune souriante et de délicates étoiles. Il y avait une fresque d'une jungle vibrante que nous avions peinte ensemble, remplie de singes espiègles et de tigres aux couleurs vives. C'était bruyant, chaotique et plein de vie. Tout comme notre famille. Je suis retournée dehors et j'ai tendu le sac à Benoît. Il a un nouveau livre dedans qu'il veut absolument te lire ce soir? Dis-je. Parfait. A-t-il souri. On se voit dimanche soir alors. Dimanche soir? Ai-je confirmé? Je l'ai regardé. Lui et sa compagne. Emmener mon fils pour le week-end. Et je n'ai ressenti qu'une profonde gratitude. Gratitude pour la force que j'avais trouvée en moi. Gratitude pour l'amour qui m'avait guéri. Et même, d'une manière étrange, une sorte de gratitude pour la douleur qui m'avait brisée. Parce que sans cette rupture, je ne me serais jamais reconstruite en quelqu'un de plus fort, de plus authentique, de plus entier. David est venu derrière moi et a passé ses bras autour de ma taille, posant son menton sur mon épaule. Nous sommes restés là, regardant la voiture disparaître au bout de la rue. Tout va bien? A-t-il demandé doucement. Je me suis penchée contre lui, sentant la solidité de sa présence. J'ai inspiré l'odeur des feuilles d'automne et de la terre humide. J'ai écouté le rire de Lily qui chassait notre chien dans le jardin. Tout est parfait, ai-je murmuré. L'histoire que je m'étais racontée autrefois. Celle d'une vie parfaite. D'un amour parfait. D'une maison parfaite. Était une illusion. C'était un tableau magnifique mais sans vie. Peint sur une toile fragile. Ma vie maintenant était différente. Elle était plus comme une mosaïque. Faite de morceaux brisés, certains brillants, certains sombres, certains lisses, certains rugueux. Des morceaux de chagrin, de joie, de perte et de découverte. Et pourtant, assemblés, ils créaient une image bien plus riche, bien plus belle et infiniment plus réelle que n'importe quelle peinture parfaite. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le jardin. Ce n'était pas la fin d'un conte de fées. C'était quelque chose de bien mieux. C'était la vie. Dans toute sa complexité imparfaite et éclatante. Et pour la première fois, je n'avais pas peur des fissures. J'avais appris qu'elles n'étaient pas des signes de faiblesse. Elles étaient la preuve qu'on avait vécu, qu'on avait aimé, qu'on avait survécu. Elles étaient là où la lumière entrait. Et ma maison, mon cœur, ma vie, en était inondée.